Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau style de vidéo. Et oui, je ne dis pas rubrique car je ne sais pas si j'en ferai d'autres à l'avenir, que j'ai baptisé mes adaptations. En gros, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une adaptation que j'aimerais voir ou même faire au cinéma d'une œuvre littéraire, musicale ou d'un animé. Et je vais commencer en force avec une adaptation de l'animé japonais qui fut lui-même adapté en manga, la précision me paraît importante, Samurai Champloo. Si vous voulez une description plus complète de cet animé, je vous recommande la vidéo du chef Otaku que je vous mets dans la description, mais je vais vous en faire un petit résumé. Samurai Champloo est un animé de 26 épisodes sorti en 2004 et réalisé par Shinichiro Watanabe, qui s'était déjà occupé de Cowboy Bebop en 1998. L'histoire se déroule dans une version fictive de l'ère Edo au Japon, où une jeune fille de 15 ans, nommée Fu, recherche le samouraï qui sent le tournesol. Elle est accompagnée de deux hommes à qui elle a sauvé la vie, Mugen, un vagabond complètement taré, adepte du sabre, de la capoeira, des gros nichons, vulgaire et goinfre, et Jin, un Ronin, autrement dit un samouraï sans maître, calme et taciturne à la recherche de... Bah même lui ne le sait pas en fait. Ou plutôt il le révèle à la fin. Cet animé est génial pour plusieurs raisons. D'abord l'histoire et les quêtes, à la fois humaines mais aussi intérieures des personnages. Le style d'animation, mais aussi et surtout le mélange des thèmes. En effet, Samurai Champloo mélange le shambara, qui est un genre cinématographique et théâtral japonais de bataille de sabre, et l'imagerie contemporaine, notamment le hip-hop. Ça donne un mélange décalé, fou, intéressant et limite jouissif. Et quand je parle de hip-hop, je ne parle pas que de la musique, mais aussi de l'imagerie, comme les tags par exemple. Et puis ne pas oublier la musique, qui envoie des galettes bretonnes au piaf. Écoutez-moi ça. Bref, c'est une série super cool à regarder en VF, car oui, la VF rend vraiment bien, mieux que la VO, et je vais me faire défoncer. Mais je m'en branle. Par contre, je vous préviens, ça se parle à coups d'enfoirés, de salopes, sac à merde, guitare loustro, amorphe, pute de luxe, ramassis de poils de brosse à chiottes et autres joyauderies. Avec un tel univers, faire une adaptation cinéma serait vraiment cool, et donc voici mon idée d'adaptation de Samoa Champloo au cinéma. Tout d'abord, si je m'occupais du scénario, je serais obligé de me concentrer sur l'histoire principale et d'omettre quelques épisodes, à mon grand regret. Mais je tâcherai de garder les multiples références déjà utilisées dans l'anime, comme les tags, Andy Warhol, Moronobu, Saint-François Xavier, le baseball. Et oui, tout ça apparaît dans la série. Je pense que je choisirais de les caler comme apparaissant à l'écran, mais sans réellement faire avancer l'intrigue. Sauf peut-être Moronobu et l'histoire autour des tournesols, car cette notion a une place centrale dans l'intrigue. De plus, je garderai ce fait historique de la maltraitance, voire de la décimation des chrétiens au Japon à cette époque. Alors oui, je sais, les chrétiens ont massacré, mais j'adore taper sur toute forme d'intolérance. Cette notion a elle aussi une importance capitale dans l'histoire, mais je ne vous en dirai pas trop pour ne pas vous spoiler. À tout cela, j'ajouterai des touches d'humour similaires à l'animé, mais plus dans un style à la Snatch ou Rock'n'Rolla. Je reviendrai sur des notions de script au fur et à mesure de la vidéo. Mais trêve d'autosuffisance et intéressons-nous à se placer derrière la caméra. À la réal, il faudrait un mec qui a déjà fait ses marques dans le monde du cinéma, qui sait manipuler la caméra, donner un sens à l'image. Mais pas que, car il faut aussi qu'il porte un certain intérêt à la culture nippone, et plus particulièrement au manga et au cinéma asiatique. Mais en plus, il faut qu'il puisse mélanger les genres habilement, utiliser et manipuler les codes. Christophe Gans. Christophe Gans est un réalisateur français né en 1960 et qui est surtout connu pour ses films comme l'adaptation de Silent Hill que je trouve... Allez voir la critique de Karim Debache dessus, je vous la mets dans la description. Mais aussi et surtout pour deux films. Crying Freeman, l'adaptation du manga éponyme réalisé en 1995, qui est un magnifique film aux images sublimes, mais qui surtout réussit la prouesse d'être une adaptation à la fois fidèle et personnelle du manga. Une photographie impeccable, des chorégraphies aux petits oignons et surtout une réappropriation des codes du cinéma asiatique et surtout hongkongais. Cela vient sûrement du fait que Christophe Gans, à la fin des années 80, a participé à la popularisation en France du cinéma asiatique, et plus particulièrement de John Woo ou Hayao Miyazaki. Mais surtout, si j'ai pensé à lui, c'est pour son film le plus connu, mon film français préféré sorti en 2001, Le Pacte des loups. Un film tellement bien mené, aux acteurs incroyables, aux effets spéciaux bien foutus, quoique un peu vieillissants avec le temps, mais surtout un film qui mêle habilement tellement de genres cinématographiques et de cinéma qu'il pourrait être utilisé dans les facs d'art du spectacle comme objet de disserte.
C'est un film de cap et d'épée, romantique, fantastique, historique, d'action, bref, il y en a tellement. En plus, dans ce film, Christophe Gans utilise des codes qui semblent anodins jusqu'à ce qu'on s'y intéresse de plus près. Dans le combat final, par exemple, le héros, interprété par Samuel Le Bihan, utilise deux épées jumelles qui le représentent lui et son frère mort plus tôt, alors que son ennemi utilise une épée en os pour représenter le bras qu'il a perdu, mais qui s'allonge pour représenter le fait que ses motivations et ses projets aillent plus loin que lui, le dépassent et atteignent les autres. En plus, les scènes de combat utilisent des techniques d'arts martiaux, numériquement il est impeccable et bref, je pourrais en parler des heures, mais en gros, voilà la raison pour laquelle je pensais immédiatement à Christophe Gans pour la réal d'une adaptation de Samurai Champloo. Alors, il faut que je vous avoue que dans ce domaine, j'y connais pas grand-chose. En général, si la lumière, les jeux d'ombre, tout ça ne me saute pas aux yeux, j'y prête pas vraiment d'attention. Mais là, vu le sujet, je pense qu'il faut un directeur de la photographie qui en jette un minimum. Alors pourquoi pas Dean Semler. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est le directeur de la photographie des films Mad Max 2 et 3 de George Miller, Last Action Hero de John McTiernan, Waterworld de Kevin Reynolds, Apocalyptico de Mel Gibson et Maléfique de Strandberg. Bon, quand même une grande palette de films, on va se l'avouer. Mais la raison première pour laquelle j'ai pensé à lui, c'est qu'il a été le directeur de la photographie d'un film, un de mes 10 films préférés. Un film incroyable qui remporta 7 Oscars, dont celui de la meilleure photographie en 1991. Danse avec les loups, de et avec Kevin Costner. Comment résumer ce film en un mot Chef-d'œuvre. Et ça compte, car c'est un nom composé. Je pourrais vous en parler intensément pendant 2 plombes, tellement le film est génial, mais je préfère vous le recommander et... T'as déjà fait le coup avec le pacte des loups, alors arrête de te dégonfler, bordel de merde. Bon. Danse avec les loups est un film d'aventure, western, drame, réalisé et produit par Kevin Costner, qui interprète également le rôle principal, réalisé en 1990 et adapté du roman éponyme de Michael Blake, sorti en 1988. Il nous raconte la rencontre d'un soldat américain cherchant à échapper à la guerre de sécession et des Indiens Sioux. Leur rencontre va se transformer en sympathie et leur sympathie en lien fraternel. Le casting de ce film est incroyable, déjà parce qu'il y a Kevin Costner, homme de cinéma pour lequel j'ai énormément de sympathie, qui a déjà joué dans des films comme Les Incorruptibles, Bodyguard, Waterworld, Mr. Brooks, Man of Steel ou encore Batman vs Superman. Il a également réalisé 3 films, Danse avec les loups, Postman et Open Range. Danse avec les loups est incroyable sur tous les points, il est à voir pour comprendre la carrière de Kevin Costner qui, au milieu des années 90, a commencé à se casser la gueule, déjà à cause de Waterworld, que personnellement j'adore, mais aussi et surtout Postman, qui est l'anti-Danse avec les loups. En effet, ce dernier a sérieusement plombé la carrière de Kevin Costner, mais j'y reviendrai sûrement une autre fois. Puis dans le casting, on retrouve Mary McDonnell, vue dans Donnie Darko, Graham Greene, vu notamment dans Une journée en enfer, La ligne verte et Twilight. Bref, ce film aux 7 Oscars est une aventure incroyable, pleine de poésie, avec des acteurs fabuleux, le tout sur fond de vérité historique, accompagné d'une musique absolument magnifique et servi par une photographie énormément belle et majestueuse, et c'est pour ça que j'ai choisi Dan Sandler. Est-ce que c'est assez clair que j'aime ce film ou il faut que j'en rajoute? La suite. Alors là, c'est le moment où je vais me faire plaisir et où je vais sûrement attirer le plus de foudre à moi, telle une émission de télé-réalité attirant les plus cons et complexés. Une chose avant tout, je sais que l'action se passe au Japon, et que donc, la logique voudrait que j'opte pour des acteurs japonais, ou au moins asiatiques. Mais ça reste une adaptation fantasque, et aucunement un projet concret. Du coup, ne m'en voulez pas si je fais preuve, malgré moi, d'une forme de whitewashing ou d'incohérence. Ce n'est pas mon but. Alors, dans les 3 rôles principaux, qui ne devront jamais s'éclipser mutuellement, j'ai pensé à Tanaka Reina dans le rôle de Fu, Dustin Clare dans le rôle de Mugen et Mark Dacascos dans le rôle de Jin. J'ai cité Fou avant les 2 autres volontairement, car cette histoire est avant tout la sienne, c'est sa quête. En plus, étant jeune, c'est aussi une façon pour elle d'aborder la vie et son avenir. Du coup, Tanaka Reina dans le rôle de Fou. Alors ce nom ne vous dit sûrement rien, et à juste titre. Il y a encore peu, ce nom ne me serait même pas venu à l'esprit. Du coup, la question légitime à se poser est pourquoi cette nana? Et surtout, mais c'est qui? Putain de merde! Eh bien, je vais vous répondre de ce pas, soyez patient. Tanaka Arena est ce qu'on appelle une idole japonaise, chanteuse mais aussi actrice. Les idoles japonaises sont de jeunes artistes souvent très médiatisés à l'image gaie et innocente, à la fois chanteurs, acteurs, animateurs, modèles, sous contrat pour une durée limitée pendant quelques mois, voire quelques années. Elles sont produites en nombre au Japon depuis les années 1960. Merci Wiki. Du coup, c'est une tête d'affiche, mais au Japon. Alors la question à se poser, c'est
Pourquoi c'est elle que j'ai choisie? Eh bien parce qu'elle est belle, voilà. Ok, plus sérieusement. Au début, ne connaissant pas vraiment d'actrices japonaises, ou même asiatiques de manière générale, j'ai commencé à chercher sur internet actrices japonaises. Et entre deux top 10 des actrices japonaises les plus belles, je suis finalement tombé sur Tanaka Reina. D'emblée, ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est son physique. Non, attendez, je m'explique. Entre les dizaines de nanas du même genre, je trouvais qu'elle se détachait grâce à une petite particularité physique qui, pour le coup, vient d'un avis totalement personnel. Je trouve que si Fou existait vraiment, elle pourrait ressembler à ça. Tanaka est mignonne, paraît jeune malgré son âge canonique de 28 ans. En la voyant, je l'ai immédiatement imaginée dans le rôle de Fou. Encore une fois, c'est totalement personnel. Mais bon, pour ne pas m'arrêter là, je suis allé voir ce qu'elle avait fait. J'ai commencé par des clips. Bon, après 5 minutes, j'ai changé de technique, je suis allé voir des interviews, et encore une fois, je trouve qu'elle collerait bien à Fou. Elle est mignonne en interview, mais elle a aussi un petit côté espiègle que Fou elle-même possède. Après, je ne connais pas ses talents d'actrice, car, je vais être honnête, la plupart des dramas japonais, je trouve ça d'un chiant. Et puis, je me suis déjà farci 30 minutes d'interview en japonais sous-titré anglais, j'ai aussi mes limites. Voilà donc les raisons pour lesquelles j'ai pensé à Tanaka Arena pour le rôle de Fou. Ça vole pas très haut, mais bon, ce n'est qu'un rôle féminin, après tout, on s'en branle. Fuck her right in the pussy. Hein, Disney? You can kiss my fucking ass, okay? Allez, maintenant les rôles les plus importants. Incoming! Ta gueule! Alors, Dustin Clare dans le rôle de Mugen. Pourquoi Dustin Clare? Eh bien tout simplement, j'adore cet acteur, bien qu'il soit principalement, voire exclusivement connu pour ses rôles à la télévision, notamment dans Spartacus. D'ailleurs, ce rôle est mon personnage préféré de cette série que, elle-même, j'adore. Et ce, pour une raison assez simple qui va bien au-delà du fait qu'il a la classe, c'est qu'il a la meilleure évolution au fil de la série. Dans la première saison où il apparaît, la saison préquelle, ce n'est qu'un arrogant amateur de picole et de baise. Un peu comme Mugen, quoi. Puis il devient plus sombre après une trahison envers ses meilleurs amis. Puis il semble perdu, à la recherche d'une raison d'avancer dans la saison 2. Il s'aligne ensuite aux côtés du héros dans la saison 3 en souvenir de son meilleur ami disparu, avant de vraiment épouser la cause de Spartacus pour protéger celle qu'il aime. Du coup, d'après moi, Dustin Clare, en un personnage, a pu explorer plusieurs facettes émotionnelles et interpréter un être humain dans son tout et ses travers. Du coup, je pense que ça pourrait coller avec Mugen, qui au début n'est qu'un pseudo bouffon gueulard, goinve, grossier, obsédé et violent, mais qui vers la fin de la série se révèle être un homme qui a eu un passé dégueulasse et qui va petit à petit se révéler comme étant un être humain au sens le plus noble de ce terme. Ouais, j'exagère un peu, mais c'est pour l'image. Et sinon, la question ou remarque que vous pouvez me faire, c'est pourquoi un occidental pour le rôle masculin principal? Non, mais je ne juge pas, écoutez, non, je respecte ça. Alors je ne pense pas mettre Mugen plus en avant que Jin, car ils ont tous les deux une importance et un potentiel d'exploitation et d'exposition égal. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, le personnage de Mugen vient d'un lieu horrible, où déjà gosse, il devait se battre et tuer pour survivre. Et le faire interpréter par un occidental, un non-asiatique si vous préférez, pourrait ainsi montrer de manière plus forte le rejet de l'autre pour sa couleur, ses origines ou son ethnie. Faire de Mugen un personnage rejeté depuis la naissance car non japonais, de la même façon que les chrétiens ont été traqués, chassés, voire massacrés à une époque. Cela permettrait au spectateur de ressentir une empathie quasi immédiate pour cet homme plein de violence et de haine. Et donc pour son rôle de Gannicus dans la série Spartacus, Dustin Clare me semble être un bon choix. Et puis merde, regardez ce mec, écoutez des interviews avec lui. Il a pas l'air trop cool comme mec sérieux. Voir un tel type jouer un connard, ce serait pas jouissif sans déconner. Marc Dacascos dans le rôle de Jean. Pourquoi ce choix? Eh bien parce que deux films. Crying Freeman et Le Pacte des Loups. Oh, tout est lié. Bon, il a aussi fait un petit tas de films de merde et la série The Gros Stairway to Heaven qui était quand même, disons, très décevante. Mais il faut surtout savoir que Marc Dacascos, qui est né en 1964, est non seulement un bon acteur qui parvient à véhiculer des émotions, des paroles sans avoir une seule ligne de dialogue,
Pour le prouver, je vous renvoie au Pacte des loups. Mais aussi, surtout, c'est un expert en arts martiaux et notamment en capoeira. Sans déconner, regardez ses films et admirez ses scènes de baston. Il a une adresse, une légèreté, une détente absolument prodigieuse. Et c'est là que certains me diront Mais Pierrot, Marc Dacascos a plus de 50 berges et Jean n'en a que 20, c'est pas logique. Ce à quoi je te répondrai Et alors? Déjà, Marc Dacascos, même quand tu le regardes aujourd'hui, il ne fait pas si vieux que ça. Une perruque, un peu de maquillage ou d'effets numériques et c'est bon. Disney est bien parvenu à rajeunir Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes 5. Ensuite, Jean n'a beau avoir que 20 ans, mais regardez sa tête. Il en fait au moins 30. Et pour finir, je m'en bats les couilles, c'est mon adaptation. Merde. En fait, dans le rôle de Jean, il faudrait le voir comme son rôle de Manny dans le Pacte des loups. Calme et discret, mais qui se révèle être un combattant hors pair et dont on ne peut détacher son regard dès qu'il apparaît à l'écran. Alors ouais, je parle beaucoup des films Crying Freeman et le Pacte des loups, parce que j'en suis complètement amoureux. Mais ce n'est pas que pour me palucher devant vos yeux exorbités, mais aussi et surtout pour vous les conseiller. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, Marc Dacascos a des origines asiatiques. Pour les petits malins qui, malgré mes explications, voudraient me tacler sur mon choix de Dustin Clare en Mugen. Voilà donc pour les personnages principaux. À présent, quelques personnages secondaires, à commencer par Kadetoki Kariya. En gros, dans l'anime, c'est un samouraï au service du gouvernement, tellement balèze qu'on l'a surnommé la main de Dieu. Il est chargé vers la fin de traquer, retrouver et buter nos héros. Il est froid, calculateur, serein, en plus d'être un expert du sabre. Il va jusqu'à désarçonner Jean quand même. Du coup, il me faudrait un acteur qui puisse incarner ce rôle, calme mais brutal, et qui a déjà pu tâter du sabre. Un acteur qui crèverait l'écran malgré une durée d'apparition limitée. Hiroyuki Sanada. Vous l'avez forcément vu dans des films tels que Le Dernier Samouraï, Wolverine le combat de l'immortel, Ring 1 et 2 ou encore 47 Ronin. Hiroyuki, c'est le mec qui te saute aux yeux dès qu'il apparaît à l'écran. Rien que son visage, quoi. C'est à mi-chemin entre le vieux sage et le parfait connard. Parfait pour jouer un tueur froid à la solde du gouvernement. Pour être le plus clair et synthétique possible, regardez Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise en vedette, sorti en 2003 et réalisé par Edward Zwick. Dans ce rôle, Hiroyuki joue un samouraï dans toute sa splendeur. Calme, froid, expert dans le maniement du sabre, très respectueux des traditions et prêt à mourir sur le champ de bataille pour défendre son honneur. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous y incite très fortement. Je crois que c'est mon préféré de Tom Cruise, avec Collatéral. Et donc le voir jouer un tueur à la solde du gouvernement, calme, froid et efficace, me paraît être une évidence. Alors là, attention, il va falloir suivre. Dans Samurai Champloo, il y a deux personnages qui ont une grande importance et qui sont liés à Mugen, Mukuro et Imanosuke. En gros, le premier est un pirate et un enculé. Il a grandi dans le même endroit que Mugen et a décidé de vivre de vol et de meurtre. Le parfait compagnon de jeu, quoi. Il a trahi Mugen par le passé, le trahit une nouvelle fois dans la série. Imanosuke, lui, c'est un ancien marchand de sucre avec ses frères. Ils se sont fait attaquer et dépouiller par Mugen et Mukuro. Ils le recherchent afin de se venger. Et donc mon idée est la suivante, faire un mix entre ces deux personnages. Un mec né et ayant grandi dans le même endroit que Mugen, mais qui à la différence de lui s'est orienté vers un business légal et stable. Mais Mugen l'attaque, lui plante son business, et ce dernier cherche donc à se venger. Créer ainsi un personnage complexe et badass. Et donc encore une fois avoir un interprète non asiatique. Et là j'ai pensé à un acteur, une nouvelle fois principalement connu pour ses séries. J'en cite trois pour vous donner une idée. Shameless, Black Sails et The Undread. Zach McGowan. Alors je ne sais pas trop quoi dire sur cet acteur. J'adore ce mec. Regardez la série Black Sails. Il y interprète Charles Vane, un pirate violent, mais putain qu'est-ce qu'il crève l'écran. Il est badass, balèze, il a un jeu incroyable, un regard et une voix. La voix de Zach McGowan. Allez, des extraits pour comprendre. Who loves you? Who hates you? Who fears you? Power that just is. Mr. Holmes doesn't work here anymore. You don't know me. But you once did. When I was the lowest among you. Now I've returned. We are many. They are few. To fear death is a choice. And they can't hang us all. Seriously? 50 caliber Desert Eagle. Bref, je vais pas épiloguer 2 heures dessus, surtout qu'il me reste plusieurs choses à dire.
Mais pour finir sur ce personnage, j'ai envie d'ajouter une idée. Qu'il ait un frère japonais. Cela soulignerait encore plus le côté rejeté par le reste de la population et le lien inébranlable qui les unit. De plus, le mélange des genres, dont on a déjà parlé, deviendrait alors plus concret avec des personnages. Et pour son frère, j'ai pensé à Masanobu Ando. Pourquoi? Eh bien, Battle Royale. Voilà. Imaginez ce mec jouer le frère taré et imprévisible de Zack McGowan, comme l'un des frères d'Imanosuke dans l'anime d'ailleurs. Si vous avez des idées de noms pour ces personnages, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. On arrive maintenant au second rôle plus petit. Et je vais commencer direct avec l'interprète du samouraï qui sent le tournesol qui, comme dans l'anime, n'apparaîtra qu'à la fin. Chow Yun-fat, acteur hongkongais, principalement connu pour son travail avec John Woo, réalisateur chinois incroyable, à la tête de plusieurs films cultes comme Le Syndicat du Crime, The Killer, À toute épreuve, Chasse à l'homme ou encore Wind Talker. Bref, Chow Yun-fat a une carrière incroyable que je vous recommande fortement, autant celle en Chine que celle américaine, puisqu'il a aussi joué dans Pirates des Caraïbes 3 et Dragon Ball Evolution. À présent, une petite idée exclusive. Je pense intégrer le personnage de la mère de fou en caméo. Je la vois bien apparaître dans un rêve, à la façon, de Moron apparaissant à William dans Braveheart. Et pour cela, j'ai immédiatement pensé à une actrice. Quand on parle d'actrice asiatique de renom et de talent, il y a un nom qui revient très très régulièrement et à juste titre. Michelle Yeoh. Par où dois-je commencer? Elle est reconnue internationalement, ce qui lui vaut le surnom de Jackie Chan féminin ou encore la reine du cinéma d'action asiatique, excusez du peu. Elle a une palette de films à son actif tout simplement incroyable. Tashi Master de Yen Won-ping, Demain ne meurt jamais de Roger Spottiswoode, Tigre et Dragon de Ang Lee avec Chow Yun-fat, Babylon AD de Mathieu Kassovitz, La momie, la tombe de l'empereur dragon de Rob Cohen, Kung Fu Panda 2 de Jennifer Yoon Nelson et un paquet d'autres films. La nana pèse en somme, avec un jeu d'actrice toujours juste et un poil différent, même dans des films de merde. Bref, l'intégrer à mon idée d'adaptation me paraissait être une évidence. Mais dans quel rôle? Eh bien, si tu suis, j'ai dit dans celui de la mère de fou, que l'on verra au travers d'un flashback et qui ne durerait que quelques minutes. Ce serait la touche de maternité et de sensibilité que seule une actrice de la trempe de Michelle Yeoh peut véhiculer sans souci. Vous voulez une preuve? Matez Babylon AD. Enfin, je me permets de vous parler rapidement de deux personnages qui sont très moindres, n'apparaissant que dans un seul épisode de Samurai Champloo, le premier, et en plus, juste la première moitié. Il s'agit de ceux chez qui Fu vit et travaille depuis la mort de sa mère, le couple d'aubergistes. Pourquoi parler de ces personnages-là si dans la série ils ont une utilité aussi faible? Eh bien parce que ça me permet de placer deux acteurs asiatiques pour lesquels j'ai de la sympathie. Ken Watanabe, qu'on a notamment vu dans Le Dernier Samouraï, Batman Begins et Inception de Christopher Nolan ou encore Godzilla de Gareth Edwards. Et pour jouer à ses côtés, Bailing, qu'on a pu voir dans The Crow d'Alex Proyas, putain c'est génial, Taxi 3 de Gérard Krasinski, ou encore Southland Tales de Richard Kelly, le réalisateur de Donnie Darko, tout est lié. Bref, deux interprètes qui ont déjà un bon pied dans le cinéma avec quelques films parlants, bons, voire même excellents. Et ce serait un véritable plaisir personnel de les voir jouer ensemble dans un même film. Voilà, j'ai abordé les sujets principaux du film, maintenant voyons ensemble quelques éléments d'habillage du film. Des petits plus qui ajouteraient du charme à ce film. Pour commencer, une chose qui déjà dans l'anime est marquant et qui a contribué au succès de l'anime, la musique. Et bien comme dans l'anime, des musiques contemporaines seront d'usage. Mais quitte à faire ça, autant pousser le concept plus loin encore, en n'intégrant pas que du hip-hop. Pourquoi ne pas intégrer aussi du rap, japonais ou américain, pour la forme, mais aussi du rock, voire du hard rock? Bon, pour illustrer tout cela, je vais directement citer des noms. D'abord, un nom qui vous parle forcément si vous êtes fan de manga et ou d'anime, Maximum The Hormone. Un groupe incroyablement connu et populaire au Japon qui a notamment fait deux endings de l'adaptation animée du manga Death Note. Pour plus de précision, je vous renvoie à la vidéo de Metal O en description. Et pourquoi pas un concert en live de ce groupe, comme pendant le film de Tarantino, Kill Bill Volume 1 avec le groupe The 5678. Imaginez ce groupe grimé en personnage de l'époque, en train de jouer sur des mandolines, sitar ou autres, tout en gardant le même style de musique, de rythme et de geste. Ce serait juste énorme! Et puis réutiliser des musiques déjà présentes dans l'anime comme Nujabes
ou Force of Nature, qui ont proposé des musiques absolument géniales pour l'animé. Mais je pense aussi à des artistes qui ont déjà un bon pied dans le monde du cinéma, voire dans les animés japonais, comme RZA, rappeur qui a notamment participé au film Ghost Dog avec Forest Whitaker, ou Afro Samurai, autre animé que je trouve excellent et que je vous conseille. D'autant qu'en VO, le personnage principal est doublé par Samuel L. Jackson. Et Samuel L. Jackson rend tout, toujours, beaucoup plus cool. Ensuite, des artistes moins connus, internationalement en tout cas, comme Ken the 390, rappeur japonais que j'ai découvert grâce à une vidéo de Shenpon, dont je vous mets le lien en description. Après, dans les délires et fantasmes purement personnels, j'imagine bien un concert d'un afro-américain grimé un peu comme Jimi Hendrix, mais qui jouerait sur de vieux instruments remodélisés en un style contemporain. Ce serait bon délire, non? Enfin, et là c'est purement un fantasme personnel qui n'a rien à voir avec Samurai Champloo, mais j'adorerais intégrer un match de catch japonais, appelé le puroresu. Un match bien extrême comme les japonais savent le faire, genre en cage. Et pour cela, j'ai déjà pensé à deux catcheurs que je trouve incroyables. Deux références, voire légendes au Japon, The Great Sasuke et The Great Muta. Intégrer un match de catch pendant que les personnages sont en train de se restaurer dans un resto. Wow! Alors même si le catch japonais est apparu à la même époque que le catch américain, au 19e siècle, j'ai bien le droit de me faire un petit kiff, hein. C'est un peu l'idée de la vidéo, en somme. Voilà pour mon idée d'adaptation de Samurai Champloo au cinéma. Il s'agit bien évidemment d'un concept qui révèle du fantasme purement personnel, et donc principalement avec des avis totalement subjectifs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau format, des choix que vous auriez fait ou éventuellement d'adaptations que vous aimeriez voir. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux marqués dans la description. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien et mangez des sushis et salut!